Oui, merci. Je tenais d'abord, comme tous, à remercier nos amis du Nouveau Congo qui nous donnent l'occasion en ce jour de continuer à être au chevet du Congo. Et je me félicite que le Congo ne soit pas abandonné à son triste sort, notre peuple en particulier. Les amis m'ont demandé effectivement de faire un petit exposé de quelques minutes. Et j'ai tiré de la thématique d'aujourd'hui. Mon exposé va s'intituler La majorité républicaine, c'est la majorité du peuple. Pardon, en cas de composante Jean-Marie Bokoko, GM3, chronique d'une révolution inachevée et perspective d'une victoire certaine et imminente. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi j'ai tenu à prendre cela comme thématique pour mon petit propos. Je pars du principe que quand on parle de pouvoir et peuple, l'histoire de notre pays peut retenir 5 séquences. La première séquence, 1960, avec l'accession du président Youlou au pouvoir. Vous vous souvenez que là, nous avons eu des élections pluralistes et c'est le peuple qui avait tranché à cette époque. Je ne tiens pas à souligner la révolution, entre guillemets, ou l'insurrection de 63, parce que je ne suis pas historien, je pense qu'il y a des pesanteurs, oui, il y a on va dire des contradictions. Je vais plutôt faire un saute-mouton pour aller au référentiel politique majeur qui est la conférence nationale, où encore une fois, il y a eu un rendez-vous entre le peuple et le pouvoir. Et troisième séquence, c'est l'accession du président Pascal Lissouba en 92, où le peuple a tranché. Et quatrième séquence, c'est aujourd'hui, le 20 mars, où le peuple effectivement a tranché, et où malheureusement, ce que j'ai appelé moi une révolution inachevée, nous sommes retombés dans un bras de fer. C'est l'occasion pour moi de dire que oui, nous sommes là, dans une victoire du peuple qui a été volée par un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Nous sommes dans un bras de fer. Et face à ce bras de fer, qui était prévu en fait, hein, pour ceux qui, je y reviendrai très vite tout à l'heure, qui ont créé les conditions d'un instrument politique FONCAD IDC JM3 pour arriver à cette victoire, nous savions que on arrivera à ce bras de fer. Et face à ce bras de fer, il y a trois attitudes. Monsieur le grand frère Marc Mapingo le disait tout à l'heure déjà. Il y a une première attitude. Il y en a qui vont rentrer dans une espèce de compromission. Deuxième attitude, il y en a qui vont rentrer dans une espèce de résignation. Et troisième attitude, il y en a qui vont penser, parce que, comme l'a dit encore Marc Mapingo, lorsqu'on a des convictions et une détermination, le combat doit continuer. Parce que ce n'est pas le combat de M. Mafimba, ce n'est pas le combat de M. Titembo, ce n'est pas le combat de M. Makayas, le combat du peuple, c'est la victoire du peuple. Parce que, au-delà même de ce combat, il y a un fondement, quelque chose de cardinal pour tout être humain, la liberté de choisir ses gouvernants. Voilà pour moi l'existant. Et je veux dire ici, par rapport à ce propos, que notre peuple à Brazzaville, au Congo en général, est resté, les 92% continuent à se battre. C'est peut-être au niveau de la diaspora où on constate de plus en plus soit les compromissions, soit les résignations et le noyau de ceux qui pensent que le combat, on ne peut pas trahir la mémoire de ceux qui sont tombés. Je prends quelques exemples pour illustrer cela. D'aucuns peuvent imaginer, mon frère Mouélé le dira peut-être tout à l'heure, hier à 23 h, il y a des jeunes partisans qui ont décidé d'en découdre avec le pouvoir et qui sont aujourd'hui dans les forêts et qui sont en train de résister face à l'oppression. Hier dans le Pou, il y a eu des dégâts. Je prends encore pour une illustration, hier toujours, à 9 h, un jeune m'appelle. Il me dit, mon grand frère, il y a un jeune Gambou à Djiri, parce qu'il est proche
Non, le frère d'Okombi Salissa a été enlevé. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, ce jeune garçon. Torturé certainement encore dans les locaux. Toujours à Brazzaville, les grèves larvées. Lorsque le pouvoir constate que 60% des fonctionnaires ne vont plus au boulot, sinon ils vont pour aller chercher leur salaire, les gens sont dans une espèce de résistance. Et lorsqu'on constate aujourd'hui les saisies des immobiliers, de l'immobilier de Sassou et malheureusement du Congo au niveau à l'étranger, ça prouve que quelque part, même à l'étranger, ils savent que les Congolais ne veulent plus de M. Sassou. Ça, c'est pour conclure une chose. Pour dire tout simplement que nous avons choisi la voie, en tout cas, le Focali DCJM3 a choisi cette voie de continuer le combat, parce que ce combat n'est pas le combat d'un homme, c'est le combat de tout un peuple. Et je terminerai mon propos par la chronique, de la fameuse révolution inachevée. Nous sommes partis du collectif des 17. On est venu au mouvement citoyen avec le ministre Mierassa. Nous avons créé après le FROCAD, l'IDC, JM3 composante est rentrée. La seule chose qui a réuni tous ces mouvements de manière chronologique, c'est l'alternance démocratique. Je dirais plutôt la liberté. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du référentiel majeur qui est la conférence nationale, qui avait mis en place ce système de régulation qui voulait que le peuple choisisse. Nous avons eu des compromis historiques pour sauver notre peuple, la nation, après le coup d'État de 97. Mais nous nous sommes trompés parce qu'il y avait en face de nous un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui pense, et ça je paraphrase Mosengo le cardinal, qui pense en fait que le Congo c'est une plantation que lui a léguée son père. Voilà aujourd'hui l'objet de notre combat. Nous devons nous battre pour expliquer à un homme et son clan et ses amis que le Congo ne lui appartient pas. Et je terminerai mon propos sur les perspectives, parce que j'ai dit révolution inachevée, parce qu'elle est tout simplement inachevée. Il y a eu une victoire, elle est inachevée parce qu'ils ne sont pas arrivés à débouter ce monsieur. Mais les perspectives pour moi sont bonnes. Pourquoi je dis que les perspectives sont bonnes et que la victoire est imminente et certaine? Parce que la dernière composante, ceux qui veulent continuer le combat, cette composante reste majoritaire, tant au niveau du peuple qu'au niveau des acteurs politiques. Pourquoi je le dis? La victoire est certaine et imminente parce que le problème du Congo est devenu un problème sous-régional. Ce n'est plus un problème du Congo. Ça, ce n'est que la racine du mal. Et bien entendu, lorsqu'on a dit ceci, on comprendra tous aisément que la diaspora doit prendre ses responsabilités. Et je m'accroche à ce qu'a dit tout à l'heure Lucien Touta sur la proposition d'un collectif. Oui, c'est des pistes intéressantes. Mais il suffit tout simplement d'intérioriser les leviers d'action de la diaspora. C'est quoi? Les leviers politiques, les leviers diplomatiques et de lobby qu'il faut amplifier, qu'il faut affiner, les leviers de mobilisation et d'action. Une fois que nous avons listé cela, nous pouvons créer diverses plateformes et autres, mais le problème c'est de rester là-dedans. Et en disant ceci, au-delà du combat politique que nous menons, il y a une autre dimension qui est rentrée en ligne de compte aujourd'hui. C'est la seule alternative, malheureusement, que nous proposent ces pouvoirs dictatoriaux en Afrique centrale, c'est de se prendre en charge, au péril de notre vie, pour bouter les dictateurs. Vous comprenez aisément qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prononcer dans un pays qui est un pays de droit. Mais je pars du principe que nous avons tous intégré le fait que ou nous avons une conférence internationale pour régler ces problèmes au niveau de l'Afrique centrale, ou bien entendu, les populations, les peuples d'Afrique centrale doivent prendre leurs responsabilités pour évidemment bouter les dictateurs par tous les moyens nécessaires, comme l'a dit Mme Mounari. Je vous remercie. Merci. Oui, donc le message de Guy Makimba est clair. Nous avons constaté tous que concernant le combat que nous menons, moi également j'étais dans cette logique, je pensais comme ça, c'est une fois que les leaders sont arrêtés, je prends le cas du général Mokoko. C'était une façon pour d'anéantir cet engagement que nous avons pris tous vis-à-vis du peuple congolais, vis-à-vis de la nation, que nous voulons construire ensemble. Et puis la situation de André Okombi Salissa qui vit dans la clandestinité dans son propre pays, c'est inacceptable.
Donc nous allons continuer le combat au niveau de la diaspora. C'est pourquoi, comme l'a souligné notre ancien Guima Fimba, concernant l'idée qui a été proposée par Ulrich Tuta, le collectif des présidents des partis ou des associations politiques qui émanent plus ou moins de la CDI, de M. Adrien, qui est dans la salle, merci. Donc nous allons essayer de continuer. Tout ce qui est lié à la division interne ou bien lié aux égos doivent se taire le moment venu, parce que le peuple est en train de souffrir. Le Congo est en train de vivre va du pire en pire. La situation du Congo est grave. Nous sommes ici, nous avons la liberté de parole, nous parlons, nous avons la possibilité de mouvoir, nous avons la possibilité de tout faire. Mais nos amis, nos compatriotes, nos parents qui sont restés à Brazzaville, ils n'ont pas les mêmes atouts que nous. Donc, nous allons continuer ce combat et nous allons continuer avec les intervenants. Donc, Christian Walengo, continuez avec les intervenants. Okay, pour gagner du temps, sans plus tarder, nous allons appeler Blaise Chitembo de venir faire son exposé. Je voudrais avant tout remercier mon frère Tuta pour nous avoir fait l'honneur de venir partager avec des compatriotes ici présents, au nom de RIS. J'avais dit à Ulrich que le thème était bon et que les 5 minutes que je vais utiliser pour intervenir, je les utiliserai pour parler du rôle de la diaspora par rapport à cette lutte politique. Vous êtes sans ignorer que notre pays est une dictature, mais une dictature féroce. Une vraie tyrannie. Dans une tyrannie, le peuple n'est jamais libre. Nous qui avons eu la chance de sortir du pays, nous devons donc prendre conscience que le peuple de l'intérieur compte sur nous. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous recevons des coups de fil de nos frères restés en Afrique, au Congo, la première question qu'ils nous posent, quel est votre programme de demain? Qu'est-ce que vous avez prévu? Et vous remarquerez que ce pouvoir dictatorial a vacillé à cause de la mobilisation de nous qui sommes sortis du pays. Alors, je suis venu ici juste pour lancer un appel. Je pense que nous avons une chance extraordinaire d'avoir des frères et sœurs qui ont le cœur dans le combat. Mais le malheur du Congolais, c'est de faire de telle sorte que seul moi connais la vérité. Les autres ne connaissent pas la vérité. Seul moi qui dis les bonnes choses, pas les autres. Mon frère Guima Fimba l'a dit tout à l'heure, la révolution a été inachevée. En réalité, je suis fier d'appartenir à cette composante, donc les Congolais qui sont à l'extérieur, parce que grâce à nous, ou peut-être à cause de nous, on a dépouillé M. Sassou Nguesso. Tout le monde entier connaît qui est M. Sassou Nguesso. À travers nos mobilisations, à travers nos réflexions, à travers nos lobbying, on a sillonné quand même dans toute l'Europe pour dénuder M. Sassou Nguesso. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas qu'on s'arrête. Parce que M. Sassou s'est imposé par les armes. Vous êtes bien conscient que nous avons gagné ce combat. Personne ne peut dire le contraire. Si nous avions eu affaire à quelqu'un qui a un esprit, quelqu'un qui a des valeurs, je pense qu'il aurait été le premier à téléphoner à ses concurrents pour dire monsieur, je tire mon chapeau, je vous laisse gérer le pays. Mais comme on a affaire à un barbare,
à un sanguinaire, à quelqu'un qui a tellement fait du mal qu'il ne pense pas être en dehors du pouvoir au risque de se retrouver à la CPI. Notre rôle, c'est de nous asseoir et de nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on nous vole notre victoire. Notre rôle, ce n'est pas de dire, bon, finalement, c'est le temps de la résignation, c'est le temps des compromissions, ou c'est le temps de préparer les bazookas pour se tirer entre nous. Ce n'est pas notre rôle. Parce que nous minimisons peut-être notre position, mais le peuple compte sur nous. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous retrouver, mais vraiment d'une manière sincère, pour essayer de dessiner la nouvelle façon de lutter contre ce pouvoir. Moi qui vous parle, je vous dis sincèrement, je ne pense pas que le peuple a dit son dernier mot. Je pense que le peuple est prêt. Mais le peuple, on le conscientise. Le peuple, on le travaille. Nous qui parlons de soulèvement populaire. Mais si le soulèvement n'est pas préparé, qui va sortir? Qui va se soulever? On a un peuple divisé, vous le savez très bien. Ce n'est pas le peuple qui est divisé en réalité. Ce sont les hommes politiques qui se servent de l'ethnie, de la région pour diviser le peuple. Mais notre travail à nous, en tant que diaspora, c'est de faire comprendre à ceux qui veulent aller dans le sens de la dictature que la vraie raison de notre combat, c'est la liberté. C'est l'union de tous les fils et de toutes les filles du pays. Mon frère Mafimba l'a démontré tout à l'heure, en 91 lors de la conférence nationale, et l'année dernière, le peuple a prouvé qu'il n'est pas divisé. Le peuple a démontré qu'il n'est pas du tout divisé. Donc il suffit d'un leader, du leadership, d'un homme ou d'une femme qui serait capable d'avoir le bon discours, comme on l'a écouté d'ailleurs pendant la campagne électorale. Certains ont eu le bon discours, celui que le peuple voulait entendre, et ils ont adhéré. C'est à nous de travailler. Mais pour travailler, il faut qu'on mette dans nos poches nos égos. Il faut qu'on mette dans nos poches nos petits diplômes qu'on a eus en Europe. Et qu'on sache que celui qui balaye chez Carrefour est capable d'apporter quelque chose dans la lutte. Celui qui écrit tous les soirs dans les journaux est capable aussi d'apporter quelque chose dans la lutte. Celui qui braille devant les micros lors des meetings est aussi capable d'apporter quelque chose dans la lutte. Mais nous qui disons au peuple qu'il faut l'alternance démocratique, si nous ne sommes pas exemplaires, le peuple ne nous fera jamais confiance. Il faut déjà par notre unité, par notre travail, surtout par la solidité de nos convictions, que le peuple se rende compte qu'on peut compter sur cela. Mais si nous papillonnons parce qu'on nous a présenté quelques billets, c'est qu'on n'est pas fait pour la lutte. C'est qu'on est des amuseurs du peuple. Les amuseurs du peuple, on n'en veut plus. Parce que la lutte, on ne joue pas avec la lutte. Lutter contre le pouvoir dictatorial de M. Nguesso, c'est donner sa tête pour qu'on nous mette un coupe-coupe dessus. Je venais de dire tout à l'heure que c'est un pouvoir sanguinaire. Pour rien, ils ont tué. Combien de fois lorsqu'on les discrédite à l'extérieur? Alors moi, je lance un appel. Je suis convaincu que la victoire est certaine. J'en suis plus que convaincu. On a dit le pouvoir et le peuple. Pour moi, il n'y a aucune différence. Pour moi, le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple, c'est le pouvoir. Une fois qu'on l'a conscientisé, une fois qu'on l'a préparé, une fois qu'on a été exemplaire dans la lutte, nous-mêmes, une fois qu'on a été unis,
pour un seul but, la libération de notre pays des mains de la famille Nguesso et les courtisans. Le peuple nous fera confiance. Merci. Merci Blaise Tshitembo. Personnellement, je m'inscris dans votre démarche de libérer le peuple congolais des mains de la famille Nguesso qui a instauré un rapport de vassalité entre ce peuple et leur famille qui s'érige en maître. Et au doyen Guy Mafimba, merci d'avoir soulevé ce point de la liberté de choisir ses dirigeants. Vous savez, le droit de disposer de soi-même est un droit fondamental et inaliénable. En démocratie, le peuple doit avoir la liberté de se choisir, doit normalement, comme je le dis, oui, la liberté de se choisir ses dirigeants. Donc l'exercice et la dévolution du pouvoir en démocratie relèvent uniquement de la volonté du peuple et à elle seule qu'appartient cette, comment dire, cette prérogative. Et ceci dit, je vais appeler Saneli Tamatamba pour son exposé. Bonjour à tous et merci à Ulrich Tuta d'avoir organisé ce colloque et de m'avoir sollicité bien sûr pour donner donc un sens, je dirais, à ce combat et donc à ce colloque. Voilà. Donc le thème que j'ai choisi, moi, c'est le rapport de la politique au peuple. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo-Brazzaville, l'histoire du Congo, de la colonisation à nos jours, est spécialement marquée de deuil, de fermeté d'âme et d'appropriation de tous les gouvernants. Une substitution curieuse de ceux-ci aux colonisateurs dont ils sont paradoxalement de dignes, mais combien singuliers continuateurs. Une épreuve pour la moins éprouvante que le peuple subit, non pas par couardise, mais sagesse, non pas par aveuglement, mais par une exceptionnelle grandeur d'âme et d'esprit. Aujourd'hui plus qu'hier, la gouvernance en cours montre que l'empiètement des droits des gouvernants sur celle des administrés empêche l'unification morale de la nation, qui ne s'en trouve pas plus avancée. Par contre, le spectacle du servilisme, de la corruption, du pillage des richesses nationales, du népotisme, celui des persécutions, des frustrations et des humiliations, ainsi que des querelles intestines, a profondément troublé les âmes généreuses et sont un motif suffisant pour l'avènement ultérieur d'une véritable révolution sociale. En dépit de la persistance de l'adversité, le défi congolais reste et demeure celui de faire au Congo l'esprit des lois et d'en faire une terre des libertés, des lois et du développement. Le pays est laissé aux mains de mercenaires et de milices privées qui imposent partout leurs lois. Le peuple tient à sa souveraineté et n'accepte pas de se la laisser voler par des politiques véreux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo-Brazzaville, parvenus au pouvoir suite à un coup d'État sanglant qui emporta la jeune démocratie en 1997, défiant le peuple en légitimant son coup d'État via un référendum anticonstitutionnel. M. Denis Sassou Nguesso a une nouvelle fois franchi la ligne rouge en s'autoproclamant président de la République du Congo le 20 mars 2016. La démocratie doit toujours être l'expression de la volonté profonde des populations qui n'aspirent toutes qu'à la paix et au bonheur. Toute entreprise visant à s'arroger ce pouvoir du peuple, seul et unique souverain, dans une démocratie est assimilable à un coup d'État qui oblige le peuple à se soulever pour imposer sa volonté. Aucun homme fort, quelle que soit sa puissance, ne sera jamais plus fort que le peuple, même dans la pire des dictatures au monde.
Quelle que soit la légitimité d'un pouvoir, ces dirigeants ne doivent jamais demeurer sourds aux préoccupations de leur population ou aux revendications de leurs opposants, même les plus incorruptibles et radicaux. Ce message s'adresse également aux puissances occidentales qui soutiennent et complotent avec les dictateurs africains au nom de leurs intérêts et au détriment des populations. Les peuples africains sauront désormais mettre fin par eux-mêmes aux régimes dictatoriaux sur le continent et freiner l'impérialisme occidental en Afrique. De l'indépendance à nos jours, le Congo n'a connu que le règne de l'imposture, même si, par certains temps, il a été parcouru par des éclaircies fugitives. Le comportement des délinquants impénitents, coupables de tant de crimes et des malheurs du peuple, couverts par les médias et une certaine opinion publique internationale est occultée et s'emploie à rejeter sur autrui l'opprobre. Confisquer et détourner la voix du peuple l'est. Elle est au profit de l'exaltation des valeurs attachées au pouvoir personnel. Ici, abnégation et sacrifice sont au centre d'une politique d'autodestruction nationale. Les seuls citoyens valorisés sont les bénis oui-oui et les brebis galeuses qui auraient, selon eux, retrouvé le droit chemin. N'est-ce pas que des populations pauvres de surcroît, dispersées aux quatre coins de la République, n'ont aucune prise et aucune influence sur les décisions qui les concernent, en particulier celles qui affectent leur existence. Il faut sortir le peuple du vent de la résignation et cesser d'attacher la société moderne à des dogmes vermoulus. Il nous échoit de réussir ce que le peuple tout entier souhaite, désire, prépare et attend patiemment, jusqu'ici vainement. Il incombe alors au peuple de manifester en retour une volonté ferme, implacable et irrévocable en vue de transformation créatrice et innovante. Aussi s'avère-t-il nécessaire de se méfier des conversations opportunistes, de durcir le mouvement de salut public et de combattre tout esprit bâtard de réformisme et de diplomatie mesquine et chicanière. L'exacerbation des ambitions précoces, mal maîtrisées et mal ventilées, nos forces dispersées, nos énergies absorbées par des luttes fratricides de positionnement, voilà qui conduit la République à sa ruine et qui nous réserve les lendemains peu reluisants. D'où la nécessité devenue incontournable d'inscrire au quotidien et dans la réalité sociale la lutte du peuple congolais. Il faut dans ces conditions passer à une offense vertigineuse, vigoureuse, plus conséquente, plus systématique, mieux régulée. Il nous faut alors développer une politique de France unie de libération nationale pour créer les bases d'une démocratie victorieuse, industrieuse et apaisée. Vaincre le sectarisme, l'inertie qui en découle et les déchirements internes qui affaiblissent l'organisation en devient la norme essentielle. Il faut réaliser la symbiose des générations et tenir en éveil la jeunesse. Une jeunesse qui doit s'organiser en vue des batailles à venir pour obtenir la démocratie. Le peuple, un otage abandonné à son triste sort, subit les vexations et les humiliations que lui font durement vivre les hordes armées de ceux qui prétendent être venus au pouvoir pour le sauver, sauver la République et sauver la démocratie. Personne n'est dupe de personne. Le jeu est trop clair pour qu'il puisse enfermer la sagesse populaire dans une nasse à camp. La situation est explosive. L'économie, nous l'avons vu, est à l'agonie. Le pays est sous occupation militaire étrangère. Il est ingouvernable. L'insécurité est partout. Le dialogue inclusif est la seule issue qui redonnera au pays ses lettres de noblesse. Les poutistes sont d'accord sans lettres. En ce qui les concerne, la conservation du pouvoir en dépend étroitement. Chacun pour les raisons qui lui sont personnelles n'a pas intérêt que les choses changent. Le péril légitimiste et républicain s'amplifie. Le pouvoir poutiste s'arme de ruse et de malice. Il bricole avec la complicité d'une médiation internationale corrompue en s'appuyant sur les accords de paix, un instant de rencontre à connotation de monologue. Mes chers
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo-Brazzaville, ici de se poser la question suivante. Pourquoi diantre de si grands malheurs sur la tête et les épaules dégarnies d'un si petit peuple? À cause du pétrole? Une évidence qui parle d'elle-même. Ne sommes-nous pas sur la route du pétrole? Extermine-t-on le peuple? L'étouffe-t-on doucement mais profondément son témoin parce qu'il se retrouverait sur la route du pétrole? La réponse est en partie oui. Mais ce n'est pas là une réponse suffisante. Le goût de la liberté chez les Congolais, leur soif d'indépendance, leur passé fait d'insoumission et de révolte en disent long. Les Congolais sont un petit peuple, certes, mais un peuple à la nuque raide, à la fidélité aux principes de la morale universelle inviolable. Les Congolais authentiques, patriotes, conséquents et citoyens dignes peuvent tolérer durablement l'extorsion des richesses nationales par des réseaux et avec la complicité d'eux-mêmes. Le peut-on, là où s'impose l'exigence de démocratie et de la transparence, là où l'emporte la sagesse et la rigueur d'un républicanisme citoyen? Bien sûr que non. C'est une chose uniquement possible, là où trône l'imposture, la rage d'une vengeance bricolée et injustifiée du droit de la force. De mon point de vue, il n'y a pas de peuple libre et souverain sans démocratie et de démocratie sans peuple. Il est alors établi que c'est du peuple qui émane le pouvoir. Et c'est également à lui que revient le pouvoir. C'est lui qui le distribue. Dès lors, il est clair que le peuple doit être exigeant. Il est de notoriété publique que le peuple ne peut pas se constituer physiquement en une direction habilitée à gérer le pays au quotidien. Il lui échoit de désigner ses représentants à tous les niveaux de la vie nationale, exécutif et législatif. Quelle mission historique sublimissime que celle de choisir ses dirigeants. Une opération qui se fait par le vote, généralement au scrutin secret. Un moment crucial, sacré, qui ne tolère ni égarement, ni errement, ni inconscience, point de légèreté et de comportement fantaisiste. Le peuple a le devoir, à ce moment précis, de n'écouter que la voix de la raison, celle des intérêts collectifs et de la défense du bien commun. Il lui échoit de choisir le meilleur défenseur de ses droits, le plus juste, des arbitres parmi les postulants, le plus honnête parmi eux tous, selon lui le meilleur architecte de la cité à bâtir. Le portrait robot de ce postulant est aussi celui du parti politique qui le porte. Celui-ci doit être un parti fort, inspirant confiance et développant avec le peuple des complicités extraordinaires, de solidarité fusionnelle et des complicités citoyennes. Il doit obtenir l'adhésion des masses à ses projets et programmes, par consentement libre et conscient, par la participation non par meeting démagogique aux propos lénifiants, sans attache réelle avec la réalité ambiante, et prospective, même par une activité construite, dense et suivie de proximité. Cette adhésion doit reposer non sur le fortuit et des promesses fallacieuses, mais sur la solidité de l'organisation et la pertinence du discours, la consistance du projet et la faisabilité et potentiel des transformations à réaliser. Le peuple doit pouvoir s'exprimer lui-même, sans intermédiaire obligé. Nous mettre tous à l'apprentissage de la démocratie, telle est la réponse à cette préoccupation qui, loin d'en être une panacée, n'en demeure pas moins une piste royale. Il nous scie pour cela de surmonter nos peurs, nos angoisses et nos manques de confiance en l'autre. Les peurs et les angoisses, chacun de nous les a développées et les développe encore aujourd'hui, en lui-même et avec les autres. Évitons d'associer l'idée de démocratie à celle de l'esprit de revanchard, de république également à celle de la revanche. C'est parce que le Congo sera républicain et démocratique qu'il triomphera de toutes les forces d'inertie intrinsèquement rétrogrades. Nous devons alors conjuguer nos efforts. Vive le Congo libre, vive le Congo uni. Vive le Front uni de libération nationale, je vous remercie. Merci. Après cet exposé de Saneli, donc nous allons passer vite. On donne la parole à Adrien Wabaluko, donc le président de la CDI. Merci Adrien Wabaluko, vous avez la parole. En tout cas, bonjour à tout le monde. Le message que je vais faire passer, c'est celui de la démocratie, parce que je suis un démocrate. On aurait tout entendu au niveau de la diaspora.
des révolutionnaires, des résistants, je suis un résistant. Donc tout le monde peut comprendre que j'aille dans l'apaisement de la situation politique au Congo. Tout le monde peut réfléchir, peut se rendre compte que le sang peut couler au Congo, il faut que cela s'arrête. Donc je veux aussi interpeller ici M. le ministre Sassou Nguesso, parce qu'il y a une exaspération où, à Paris, nous avons des jeunes qui sont retrouvés à la maison d'arrêt. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense à M. Ndengue, qui a eu le privilège de sortir de la maison d'arrêt à 3 h du matin. Il n'en sera pas question que ces jeunes soient détenus à la maison d'arrêt. On peut comprendre qu'au niveau du 16e arrondissement, où se situe l'ambassade du Congo, il y a des dégâts collatéraux qu'on peut supposer. Pour le moment, il n'y a pas eu de mort d'homme. On a vu des hommes politiques marcher sur des cadavres et le n'a rien dit. Donc je demande, au nom de tout le monde, de signer des pétitions, de sortir ces jeunes-là de la maison d'arrêt. Et je vous remercie.